Bonjour à tous, bienvenue au troisième rencontre sanitaire apicole. Je suis Adeline Alexandre de la FRGDS Aura. Que l'on ait une ruche dans son jardin ou une exploitation de 1000 ruches, les apiculteurs partagent la même passion des abeilles et ont en commun les mêmes problématiques sanitaires pour leurs colonies. Leurs compétences et leurs attentes peuvent être différentes, mais la santé de l'abeille reste un travail collectif. Et dans cet esprit, la FRGDS, les GTV et l'ADA Aura ont mobilisé leurs compétences et ont mis en place cette campagne de conférences, d'information et de formation pour l'ensemble des apiculteurs de la région. Cette année, le cadre de ces rencontres sanitaires a évolué dans un nouveau format avec des rendez-vous qu'on vous propose tout au long de l'année en fonction de vos attentes et de vos besoins qui ont été exprimés l'année dernière. Je vous souhaite une bonne conférence à tous et je laisse la parole à Manaïque de Kersozon, animatrice au MAA, et Brigitte Barthelet, coordinatrice au MAA, qui vont vous faire une présentation à deux voix. Bonjour à tous. Nous allons donc vous parler aujourd'hui de l'OMAA, l'Observatoire des mortalités et des affaiblissements de l'abeille, qui est un outil pour les apiculteurs. Donc, je vous propose d'aborder ce sujet. Je vous présente un petit peu le plan pour que vous puissiez vous repérer, puisqu'on n'est pas tous ensemble, mais en visio. On va d'abord aborder ensemble quelques notions d'épidémiologie. Alors, n'ayez pas peur. Je fais ça rapidement et simplement. On vous racontera un petit peu ensuite comment fonctionne l'OMAA en détail. Et puis ensuite, on abordera un bilan technique alors, de ce qui se passe en Aura et de ce qui se passe aussi un petit peu dans les autres régions où l'observatoire est déployé, avant de conclure. Alors, on commence par quelques notions d'épidémiologie. Alors, vous allez voir au fur et à mesure pourquoi c'est important. Vous avez probablement entendu parler dernièrement d'épidémiologie et d'épidémiosurveillance. Alors, qu'est-ce que c'est l'épidémiologie? L'épidémiologie, c'est facile, hein, c'est l'étude des épidémies dans une population. En fait, c'est l'étude plutôt des maladies. Et quand on entend maladie, finalement, on parle plutôt de tout ce qu'on appelle les dangers, qui sont biologiques, d'accord? Ce sont les virus, les bactéries, les dangers chimiques ou les dangers physiques, d'accord? Ce qu'on étudie en fait, et ce qu'on cherche à savoir, c'est quelles sont les causes des maladies, comment est-ce qu'elles se transmettent et quels sont les moyens de lutte que nous avons pour les éradiquer ou tout au moins les contrôler. Alors évidemment, cette épidémiologie, nous, ce qui nous intéresse, c'est tout le vivant, tout ce qu'on appelle la biocénose, les espèces animales, mais aussi végétales. En fait, on fait ça depuis très longtemps. Ça a commencé avec la peste, en fait, l'épidémiologie, la fièvre jaune, le choléra. Il y a très longtemps qu'on s'est intéressé au fonctionnement des maladies, parce que si on les connaît bien, vous savez que si on connaît bien son ennemi, on le maîtrise mieux. Voilà. Et donc ça a commencé il y a très longtemps, mais ça se faisait très localement. Bon, toujours est-il que pour l'abeille, la surveillance des maladies réglementées, la surveillance des maladies, elle se fait depuis 1930. Il y a des maladies qui sont réglementées, donc depuis quasiment 100 ans. Ça va ? Maintenant, on parle beaucoup plus à notre époque d'épidémiosurveillance. En fait, l'objectif de l'épidémiosurveillance, c'est bien de surveiller les maladies pour agir. Ça va ? Donc, ça existe depuis 1950 pour la médecine humaine, ça a commencé... Alors, vous connaissez tous depuis les histoires de Covid, on attendait avec impatience le petit bulletin de Santé publique France, voilà. Il y a aussi de l'épidémiosurveillance à l'échelle mondiale, vous connaissez l'Organisation mondiale de la santé. Peut-être qu'il y a des chasseurs parmi vous qui connaissent le réseau SAGIR, en fait, c'est un réseau qui surveille les maladies chez les oiseaux et les mammifères en France, notamment parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent les atteindre et qui sont transmissibles à l'homme, ce qu'on appelle des zoonoses, d'accord ? Et donc, l'objectif, voilà, c'est vraiment de surveiller. Et pour les abeilles, on a un réseau d'épidémiosurveillance bien identifié depuis les années 2000 environ. Alors, par rapport à juste la surveillance d'une maladie, l'épidémiosurveillance, c'est quoi? Qu'est-ce que ça apporte? L'idée, c'est de collecter des données, de les analyser, d'être capable de les interpréter. Il y a une notion de continuité, d'accord? On cherche à connaître la température de ce qui se passe sur les terrains. On va évaluer éventuellement, ça sert à ça aussi l'épidémiosurveillance, on va évaluer l'impact de certaines pratiques. Et après, on va diffuser l'information pour que tout le monde ait accès à ces connaissances et puis aux enseignements qu'on peut en tirer. Alors, l'épidémiosurveillance, qu'est-ce qu'on fait? On suit de manière régulière et prolongée ou la santé d'une population ou des facteurs ou des maladies
Ce qu'on aime aussi, c'est déceler de façon précoce un processus pathologique et on va étudier le développement dans le temps et dans l'espace. D'accord ? Parce qu'on veut après s'adapter, en fait, et avoir toujours des mesures appropriées de lutte. Alors, je sais que c'est devenu un gros mot, mais si vous vous rappelez le Covid, déceler l'apparition d'une maladie, c'est ce qu'on a fait, un peu en retard, mais on a fait. Et on est toujours là, en train d'étudier son développement dans le temps et dans l'espace, quand est-ce qu'il repart, quand est-ce qu'il y a un nouveau variant, et quels sont les effets à long terme des gens qui ont un Covid long, etc. Et bien, tout ça, c'est de l'épidémiosurveillance. Donc, si vous regardez le schéma que je vous ai mis, voilà l'épidémiologie. On va décrire, c'est ce qu'on appelle l'épidémiologie descriptive, pour ensuite analyser et faire ce qu'on appelle des prévisions. Mais pour décrire, il faut qu'on aille sur le terrain. C'est de ça qu'on va parler. On va faire des enquêtes épidémiologiques et de la surveillance. D'accord ? Et cette surveillance, à laquelle nous participons tous avec l'OMA, elle se décline un peu de deux façons. C'est de la surveillance programmée et de la surveillance événementielle. Alors, la surveillance événementielle, c'est quoi ? C'est une déclaration spontanée. Je suspecte une maladie dans mon rucher, ou j'ai un cas que je reconnais, je la déclare. D'accord ? Donc, évidemment, quand on fait de la surveillance événementielle, on ne sait pas du tout, nous qui l'organisons, qui va m'appeler, je ne sais pas quel est le nombre, la nature, l'endroit où ces événements vont se déclarer. Ce qui est intéressant, c'est quand on enregistre ces données, d'être là avec la surveillance événementielle pour assurer une alerte précoce. Attention, à cet endroit-là, on repère plein de cas d'une maladie. L'autre façon de faire un programme de surveillance, c'est de faire de la surveillance programmée. Là, on va programmer à l'avance et donc on va définir combien d'apiculteurs on va sonder, quelles questions on va leur poser et dans quelle région, par exemple, on va faire notre sondage. D'accord ? Et donc, je m'attends à un certain type de résultat. Alors, n'ayez pas peur de mon schéma. Cette diapositive, elle est là pour vous expliquer que l'apiculteur est vraiment au cœur de la surveillance sanitaire. On participe absolument tous, à des échelons divers, à la surveillance sanitaire apicole. Donc, vous avez l'apiculteur là, qui est au cœur du système, parce que c'est lui qui, en visitant régulièrement ces colonies et en participant au recueil des données épidémiologiques, c'est lui qui va alimenter tout le système. Vous avez ici, donc il est sur le terrain, l'apiculteur, vous avez ici au niveau local, d'accord, des techniciens dans les services vétérinaires, des TSA, des techniciens des organismes professionnels. Tous ces gens constituent ce qu'on appelle le niveau local. Et en fait, grâce à leur formation scientifique et sanitaire, toutes ces entités vont valider scientifiquement les données et puis ils vont les centraliser, cette fois-ci dans le niveau intermédiaire. Et là, vous avez les services vétérinaires, vous avez aussi l'échelon régional du ministère, ce qu'on appelle le SRAL. Vous avez aussi les laboratoires d'analyse, ça c'est le niveau intermédiaire, qui vont eux aussi centraliser les données et surtout répondre à notre demande d'analyse. D'accord ? Et puis ensuite, on a le niveau supérieur encore, où vous trouvez le ministère de l'Agriculture, ce qu'on appelle la DGL, d'accord ? Et puis le laboratoire national de référence, qui lui, on va dire, chapeaute un petit peu les méthodes de fonctionnement des autres laboratoires d'analyse pour qu'on parle tous la même langue. Chacun ne fait pas les analyses comme il veut dans tous les laboratoires. D'accord ? Donc voilà comment ça fonctionne. Évidemment, l'objectif de la manœuvre, c'est qu'ensuite, tout ce qu'on a réussi à récolter grâce à votre déclaration, grâce à votre observation de terrain, donc vérifier scientifiquement, analyser, centraliser, ça remonte. Et ce qu'on veut évidemment, c'est que ça redescende. C'est-à-dire que toutes les conclusions qu'on a, on puisse les utiliser ensuite sur le terrain et progresser dans notre connaissance du sanitaire. D'accord ? Alors voilà, rapidement, en fait, des programmes d'épidémiologie, d'épidémiosurveillance, vous en avez peut-être déjà entendu parler. On a fait des enquêtes multifactorielles prospectives. En Bretagne, en 2007, ils ont fait une grande étude sur les maladies qui étaient présentes dans les ruchers. Vous avez peut-être entendu parler du programme EpiLobby qui a eu lieu entre 2012 et 2014, un grand programme d'épidémiosurveillance programmé, évidemment, en Europe, qui a eu une déclinaison en France qu'on appelle Résabeille. Il y a eu un programme aussi pour étudier les effets des insecticides utilisés en médecine vétérinaire. Et alors, en ce moment, ça c'est plus intéressant, il y a des programmes qui sont en cours en France. Vous avez probablement entendu parler, via l'ADA, de l'Observatoire régional de la qualité des cires. C'est de la surveillance programmée. On parle beaucoup, et ce sera l'objet de notre prochaine réunion, de l'Observatoire du frelon asiatique. Ça, c'est de la surveillance événementielle. Et puis après,
Autre exemple de surveillance événementielle, vous avez l'OMA pour notre région. Regardez, les dangers sanitaires de catégorie 1, les mortalités massives aiguës, on va tout vous détailler. C'est de la surveillance événementielle. J'observe quelque chose dans mon rucher, j'appelle. Pour la troisième voie, l'autre pilier de l'OMA qu'on va détailler, c'est pareil. J'observe quelque chose, je déclare. Et vous connaissez là, c'est le moment d'y répondre d'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, l'enquête nationale sur les mortalités hivernales de l'abeille, c'est de la surveillance programmée. Alors, pour quel résultat? Ça, c'est une diapositive importante. On est des scientifiques. Ce qu'on veut, c'est obtenir des données consolidées. Le tout, ce n'est pas de dire « Ah, on a l'impression qu'en aura, on observe telle ou telle maladie ». Ce qu'on veut, nous, c'est être sûr, être allé voir sur le terrain, avoir vérifié que c'était bien telle maladie. Et c'est une approche scientifique qui nous permet d'être crédible, en fait. Donc, on veut des données consolidées. Avoir des observatoires, ça nous permet aussi d'avoir une bien meilleure connaissance de la situation sanitaire en France. On sait quelles sont les maladies que l'on retrouve dans notre rucher. On arrive aussi, c'est un exercice beaucoup plus difficile, à intégrer des facteurs de risque dans notre diagnostic, d'accord, qui peuvent être d'origine environnementale, par exemple, ça peut être aussi des races d'abeilles, ça peut être de la toxicologie, voilà. Ça nous a permis de mieux prendre en compte le sanitaire dans la conduite de nos ruchers. Avec par exemple des notions de biosécurité. Avoir un observatoire, ça permet aussi d'alimenter la recherche. On va vous détailler quelques exemples un petit peu plus loin. Nos observations de terrain conduisent le niveau, on va dire, intermédiaire et le niveau national à déclencher des analyses pour vérifier ce qu'on observe pour le terrain, puis aller plus loin dans la recherche. Ça permet aussi, on sait que c'est difficile, de faire évoluer les politiques publiques. Les plans éco-phyto, les certifito, les plans éco-antibio, la mention abeille sur des traitements phytosanitaires, en fait, découlent évidemment des observations qui sont faites sur le terrain. D'accord ? Ça permet aussi, c'est important d'en parler, de diriger un petit peu l'enseignement dans la filière agricole. Suite, par exemple, à la loi d'avenir sur l'agriculture, l'écologie est devenue un enseignement obligatoire pour toutes les classes pré- et post-bac en lycée agricole, avec une sensibilisation à l'environnement qui n'était pas faite autrefois. Alors, en revanche, il nous reste du pain sur la planche, d'accord ? Il faut évidemment poursuivre la surveillance. Vous le savez maintenant, il y a des maladies émergentes, d'accord ? Et il y a toujours dans ces histoires d'évolution, l'organisme qui est attaqué par un agent pathogène veut survivre, mais l'agent pathogène aussi, les agents pathogènes évoluent en fait, ils résistent, ils mutent, etc. Donc la surveillance, elle ne s'arrête pas. Une fois qu'on connaît quelque chose, on doit poursuivre la surveillance de façon à rester pertinent. On a encore beaucoup de travail pour comprendre la responsabilité des facteurs de stress. On doit encore du travail pour proposer des pratiques apicoles et des conditions environnementales qui sont favorables, qui sont compatibles avec une apiculture, qu'elle soit en amateur ou professionnelle. Et puis, pareil, on a du travail pour la toxicovigilance, que ce soit vis-à-vis des produits que les abeilles peuvent rencontrer dans l'environnement ou pour les modalités d'application des médicaments que nous utilisons. Alors, je vais maintenant laisser la parole à Brigitte qui va vous présenter l'OMA en détail. Oui, bonjour. Eh bien, quelques mots avant de rentrer dans le détail de l'observatoire, quelques mots d'historique, déjà concernant la genèse de ce dispositif. Et donc, ce qu'on va dire, c'est qu'avant les années 2013, il existait déjà un dispositif, un réseau de surveillance des troubles des abeilles qui permettait d'investiguer les cas de mortalité massive aiguë, les dangers sanitaires de première catégorie. Donc, c'était quelque chose qui fonctionnait déjà plus ou moins bien, on va dire, et jusqu'en 2013-2014, où des mortalités très importantes de colonies dans les Pyrénées ont été observées, et cela a permis de prendre conscience que ce dispositif de ce réseau n'était pas adapté pour gérer ce genre de situation, que ce dispositif, il était inadapté au repérage des événements de santé de faible à moyenne intensité. Donc, cette prise de conscience a généré une réflexion qui a été réalisée avec les organisations apicoles, les vétérinaires, des scientifiques, des administrations, des laboratoires qui ont réfléchi pour construire un outil de surveillance qui permettrait de mieux répondre aux attentes des apiculteurs, de collecter des données concernant l'état sanitaire du cheptel apicole régional et national avec les visées telles que vous l'a décrit Manaïk précédemment.
Et donc, cette réflexion a abouti à la conception de l'Observatoire des mortalités et des affaiblissements de l'abeille, qui a été créé à titre expérimental et pilote dans 2 régions en 2017, en Pays de Loire et en Bretagne. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes s'est lancée dans l'aventure en 2019. Alors, l'objectif est maintenant de déployer ce dispositif à l'échelon national à partir de 2023. Alors, on parle d'un observatoire. Je vais pas revenir sur ce qu'a dit Manaïg. Observatoire, c'est vraiment l'objectif, c'est de collecter des données pour à des visées scientifiques, pour mieux connaître l'état sanitaire du cheptel. C'est pour pouvoir mieux expliquer et modéliser les phénomènes sanitaires, les maladies, et puis améliorer toutes les connaissances relatives à l'abeille. Mais c'est aussi, on parle des mortalités, des affaiblissements, c'est aussi prendre en compte tous les événements de santé qui affectent l'abeille et pas seulement uniquement les mortalités massives aiguës et les dangers sanitaires de première catégorie. Alors, l'objectif de l'OMAA, de l'Observatoire, c'est bien sûr, c'est de faire l'inventaire et l'analyse de la dynamique spatio-temporelle des mortalités et des affaiblissements des colonies en France, et dans le but de détecter des dégradations de l'état de santé du cheptel apicole français, d'alerter les gestionnaires du risque. Donc, il a pour objectif de pouvoir répondre aux attentes des pouvoirs publics, pour pouvoir alerter de façon précoce l'ensemble de la filière en cas d'augmentation anormale d'événements et d'affaiblissement des colonies ou des problèmes de mortalité, et puis surtout aussi de répondre aux attentes des apiculteurs qui, eux, cherchent à comprendre les phénomènes d'affaiblissement et de mortalité de leurs colonies. Alors, ce dispositif, la diapositive précédente, voilà. Ce dispositif, il repose en fait au cœur du dispositif, c'est l'apiculteur. C'est l'apiculteur qui, quand il constate un événement de santé, eh bien, va le déclarer. Alors, il peut le déclarer soit directement à l'observatoire, soit il peut passer par son technicien sanitaire apicole, il peut passer par son vétérinaire. Donc, en fait, tout le monde peut déclarer un événement de santé au niveau de ce guichet, et donc c'est tous les événements de santé qui peuvent être qui sont pris en compte par cet observatoire, que ce soit des mortalités, des dépopulations, des affaiblissements, des troubles du comportement, des mortalités hivernales, enfin tout trouble inhabituel peut être signalé au niveau de ce guichet unique qui a une ampleur régionale. Et donc, en fait, vous pouvez contacter ce guichet unique, pas seulement parce que vous cherchez des réponses à un trouble observé sur vos colonies, mais vous pouvez aussi le contacter pour signaler que vous avez constaté un événement de santé sur votre rucher dont vous connaissez la cause. Ça peut être une famine, ça peut être enfin voilà, tout autre trouble que vous avez constaté ou de la maladie noire que vous avez directement diagnostiqué. Tous ces éléments-là sont accumulés dans des bases de données qui vont servir ensuite à des visées scientifiques, comme nous avons pu l'expliquer tout à l'heure. Alors, le fonctionnement de ce guichet, alors en préambule, je voudrais vous dire qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, le dispositif de l'Observatoire, il est piloté et coordonné par la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, et plus particulièrement par le service régional de l'alimentation, qui a confié le fonctionnement du guichet unique au groupement technique vétérinaire. Eh bien, forte d'une dynamique qui est acquise depuis plusieurs années dans notre région autour de la filière apicole, nous avons souhaité créer un groupe de travail qui rassemble tous les partenaires de la filière, c'est-à-dire le groupement technique vétérinaire, les directions départementales des populations, l'association de développement de l'apiculture, FRGDS, les GDS. Et l'objectif de ce groupe de travail, c'est de pouvoir faire évoluer en concertation cet observatoire régional en fonction des retours d'expérience et des sollicitations et des propositions des différents partenaires.
Alors maintenant, ce guichet unique, il est organisé, il est sous la responsabilité du groupement technique vétérinaire. Il s'organise autour d'une plateforme téléphonique, un seul numéro de téléphone unique pour toute la région, qui est disponible 7 jours sur 7, de 8h à 21h, et qui est assuré, dont la garde téléphonique est assurée par l'un des 16 vétérinaires titulaires du DIE, donc spécialisés en apiculture, qui sont là pour répondre aux déclarations. Ensuite, ces déclarations vont être orientées vers l'une des 3 filières d'investigation que je vais vous détailler tout à l'heure, et ces déclarations pourront être suivies de visites sanitaires des ruchers, qui seront assurées soit par l'un des 12 agents des services vétérinaires en charge des abeilles, soit selon les cas, soit par les vétérinaires investigateurs de l'observatoire, accompagnés éventuellement de techniciens sanitaires apicoles. Diapositive suivante. Donc, je vais vous parler de 3 filières d'investigation. Alors, il y en avait déjà 2 qui existaient, je vous les ai présentées tout à l'heure dans le réseau de surveillance des troubles des abeilles. C'était les dangers sanitaires, donc la surveillance des dangers sanitaires de première catégorie, donc la surveillance événementielle de la présence du petit coléoptère de la ruche qu'on redoute, de l'acarien parasite de l'abeille Trophilaelapes species, ou de la loque américaine, ou de Nosema apis. Et donc, ce sont les directions départementales de protection des populations qui assurent la gestion de ces foyers. Ensuite, la deuxième filière d'investigation, ce sont les mortalités massives aiguës, donc dont l'objectif, avec suspicion d'intoxication, et dont l'objectif est de caractériser les mésusages de produits phytosanitaires, de biocides, de médicaments vétérinaires, d'éventuellement détecter des effets non intentionnels ou des accidents dans le processus de fabrication de ces différents produits phytopharmaceutiques, biocides, médicaments vétérinaires. Et tout ce qui n'est pas géré par ces 2 filières d'investigation, et c'est ça la grande nouveauté et la richesse de cet observatoire, c'est de pouvoir prendre en compte tous les autres troubles qui ne sont pas gérés par ces 2 filières d'investigation. Alors, vous allez me dire, oui, c'est bien joli, mais voilà, donc tout ça, c'est beaucoup de personnel, beaucoup de monde, beaucoup de compétences, mais combien ça coûte pour l'apiculteur ? Eh bien, vous avez sur ce tableau les 3 filières d'investigation et les différentes opérations qui sont assurées par l'observatoire. Donc, les déclarations, elles sont gratuites pour toute personne, tout apiculteur qui fait une déclaration. Les visites du rucher par un vétérinaire ou un technicien sanitaire apicole, elle est gratuite, elle est prise en charge par l'État dans le cas des dangers sanitaires de première catégorie, pour les mortalités massives aiguës aussi, et pour la voie autres troubles, elle est gratuite pour la première visite. Donc, s'il y a une visite par an, elle est prise en charge par le dispositif. Mais par contre, si un apiculteur a de nouveau des problèmes dans l'année, eh bien, la visite sera payante. Ensuite, l'enquête environnementale qui est réalisée par le SRAL dans le cas des mortalités massives aiguës, elle est prise en charge par l'État. Les analyses pathologiques nécessaires à la caractérisation des dangers sanitaires de première catégorie, elle est gratuite, elle est prise en charge par l'État. Dans le cas des mortalités massives aiguës, elle peut être financée également par l'État pour des diagnostics différentiels, pour des cas d'intoxication complexes qui nécessitent des compléments d'information. Et dans le cas des autres troubles, de la filière autres troubles, une prise en charge des analyses pathologiques peut être réalisée par le dispositif pour des cas bien identifiés, des cas d'intérêt ou qui sont cadrés par ce qu'on appelle une démarche syndromique, et dont on a besoin pour pouvoir approfondir certains cas et justement alimenter la base de données de l'observatoire. Quant aux analyses toxicologiques pour les mortalités massives aiguës, elles sont prises en charge par l'État, donc gratuites pour l'apiculteur. Et dans le cas des autres troubles, eh bien, c'est la même règle que pour les analyses pathologiques. Elles pourront être financées pour des cas d'intérêt. Et donc, le compte-rendu, donc toutes ces investigations donnent lieu à des comptes-rendus qui sont ensuite gratuits et diffusés à l'apiculteur. Alors, le fonctionnement plus particulièrement, donc, dans le pratico-pratique, la déclaration, forcément, elle part de l'apiculteur qui constate un événement de santé,
qui le déclare au guichet unique, et donc le vétérinaire qui est en charge du guichet va disposer d'un guide d'entretien très précis qui a été conçu grâce au groupe de travail dont je vous ai fait part au départ. Et donc, en fonction des éléments très précis qu'il aura enregistrés, il va pouvoir réorienter ses déclarations vers l'une des 3 filières d'investigation que je vous ai détaillées tout à l'heure. Donc, s'il s'agit d'une suspicion de danger sanitaire de première catégorie, la déclaration sera orientée vers les services vétérinaires du département du Rucher concerné. Et donc, les services vétérinaires réaliseront eux-mêmes l'investigation sur le rucher, ou plus couramment enverront un vétérinaire pour faire cette visite d'investigation sur le rucher, faire les prélèvements, les analyses nécessaires. Dans le cas des mortalités massives aiguës, la déclaration est transmise simultanément au service vétérinaire et au service régional de l'alimentation qui vont visiter le rucher, faire une visite sanitaire, et le service régional de l'alimentation ensuite va enchaîner cette visite avec une enquête environnementale et éventuellement des enquêtes phytosanitaires pour finaliser ces investigations. Et dans les autres cas, eh bien, cette déclaration est orientée vers les vétérinaires du groupement technique vétérinaire qui réaliseront les investigations accompagnés de techniciens sanitaires en apiculture. Et donc, tout cela donnera lieu à des comptes rendus. Alors maintenant, voilà un petit peu plus en détail la filière de la surveillance des dangers sanitaires de première catégorie. Donc je vous rappelle, les 4 dangers sanitaires qui sont suivis par cette filière-là, c'est la surveillance de la présence du petit coléoptère des ruches, de la loque américaine, c'est le cas le plus fréquent, on va dire, de la nosémose avec Nosema apis et Tropilaella species. Donc je ne reviens pas sur le dispositif, appel du guichet unique pour toute suspicion, et puis ensuite gestion par les directions départementales de protection des populations, et puis mandatement d'un vétérinaire ou d'un technicien d'État pour faire les investigations. Alors, ce que je vous propose, c'est d'étudier de vous proposer de vous présenter un cas réel qui peut se produire et qui s'est déjà produit, qui se produit régulièrement, malheureusement, tous les ans. Donc, imaginons, enfin voilà, c'est le cas d'un apiculteur qui constate en avril que 5 colonies sur les 16 de son rucher sont mortes. Il constate un couvain qui est normal dans les ruches qui sont survivantes, une odeur qui est anormale. Il constate, alors ce qui l'inquiète particulièrement, c'est qu'en fait, il avait déjà constaté un affaiblissement de ces colonies dès l'automne, mais bon, lui pensait plutôt à un problème de loque européenne, éventuellement du sac brood, voilà, et puis donc ces mortalités l'inquiètent beaucoup, donc du coup, il va faire une déclaration au niveau du guichet unique. Bon, son traitement varroa était conforme, il avait utilisé des produits autorisés, les dates étaient correctes, la période de traitement était correcte, donc le vétérinaire qui a été mandaté par les services vétérinaires, donc il y a une forte suspicion après l'entretien téléphonique, le vétérinaire qui reçoit cet appel a quand même une forte suspicion de danger sanitaire de première catégorie, donc il transmet ça au service vétérinaire. L'investigation révèle que le test de l'allumette est positif, il y a bien des larves filantes sur 2 colonies. Donc, des prélèvements mais il constate également des signes évocateurs de loque européenne sur d'autres colonies. Donc, des prélèvements sont réalisés. La loque américaine est confirmée en laboratoire et donc, ce foyer est donc fait l'objet de mesures de police sanitaire par les services vétérinaires avec la prise d'un arrêté préfectoral de déclaration d'infestation. Donc, ce qui a été financé, eh bien, c'est la totalité, la visite, les analyses, et puis ensuite toute la gestion du foyer, la destruction des colonies malades, le remboursement des colonies par de la ruche, et puis ensuite les visites de contrôle, et puis toutes les visites qui sont en lien avec l'arrêté préfectoral de déclaration d'affection. Sur la diapositive suivante, donc vous avez les éléments, donc vous avez voilà, une copie d'un arrêté préfectoral de déclaration d'affection et donc qui est pris par les services vétérinaires qui vont prendre en parallèle aussi un arrêté préfectoral de zonage pour définir des zones de protection de 3 km autour du foyer, des zones de surveillance de 2 km autour de la zone de protection
Et donc, l'objectif de ces mesures de police sanitaire, c'est d'assainir le cheptel apicole de ce territoire, du rucher en particulier, mais aussi d'éviter l'épidémie de cette maladie qui est très, très contagieuse. Donc, dans cette zone de protection, tous les ruchers qui sont connus et qui sont répertoriés grâce à vos déclarations de ruchers vont pouvoir être visités par les vétérinaires pour s'assurer de leur état sanitaire et éventuellement mettre en œuvre des mesures d'assainissement. Ensuite, ces visites, une fois que le foyer est assaini, eh bien, les services vétérinaires lèveront ces arrêtés préfectoraux. Donc, même si ces mesures peuvent être considérées comme contraignantes par certains apiculteurs, vous pouvez prendre conscience que l'objectif est bien de limiter l'épidémie et de préserver l'ensemble du cheptel. Et puis, j'en profite pour préciser que c'est un travail très, très important qui est fait par toutes les entités du maillage, que ce soit par les services vétérinaires, par les techniciens sanitaires apicoles et par les vétérinaires, pour venir visiter chaque rucher des zones de protection. Quand on a des zones qui s'enchaînent comme ça un petit peu en poupée russe, croyez-moi que c'est un travail de fourmi. Voilà, diapositive suivante. Ça vient normalement. Alors, on va enchaîner peut-être sur le dispositif de surveillance des mortalités massives aiguës. Donc, c'est un dispositif qui est pris en charge par l'État, qui est assuré par l'ESRAL et les directions départementales de protection des populations. C'est un dispositif qui est encadré, qui est par une instruction technique de la direction générale de l'alimentation. Donc, c'est un cadre très précis d'intervention. Et donc, de quoi parle-t-on quand on parle de mortalité massive aiguë? Eh bien, la définition qui est contenue dans l'instruction technique, c'est un événement qui affecte au moins 20% des colonies d'un rucher. C'est un événement brutal qui se produit dans un délai inférieur à 15 jours entre la dernière visite où tout allait bien et le constat des troubles, qui se traduit par des mortalités très importantes, à plus d'un litre d'abeilles mortes à l'intérieur ou à l'extérieur, ou des affaiblissements très importants. Et donc, ça, c'est considéré comme une mortalité massive aiguë. Donc, et ça déclenche donc des investigations que je vais vous détailler plus dans la diapositive suivante. Donc, une fois que cette déclaration est prise en charge par les DDPP et le SRAL, bien sûr, il y a une visite du rucher avec des prélèvements de matrice apicole. Le SRAL engage une enquête environnementale pour essayer de géolocaliser les sources potentielles d'intoxication et va procéder à des prélèvements de végétaux ou d'autres matrices. Ça peut être des matrices issues d'élevage, du jus de fumier, de lisier, etc. Tous ces prélèvements sont soumis à des analyses toxicologiques et ou pathologiques. Et si jamais ces analyses toxicologiques s'avèrent positives, eh bien le SRAL engagera des enquêtes phytosanitaires auprès des exploitations agricoles situées sur l'aire de butinage pour essayer de rechercher les utilisateurs des produits et des substances actives qui ont été identifiées sur les matrices apicoles. Alors, sachez que ce sont des cas qui sont souvent très complexes ou les investigations mettent en évidence des facteurs de stress qui sont multiples, dont les actions sont conjuguées pour produire des effets délétères. Et clairement, ces investigations aboutissent rarement à des conclusions d'intoxication avérées, où on peut être vraiment sûr que les mortalités des abeilles ou les affaiblissements observés sont vraiment le fait de produits phytosanitaires ou de différents toxiques. En moyenne, en gros, sur l'ensemble des cas que nous avons eu à traiter, si on en identifie environ 1 à 3 cas maximum par an. Alors, ces investigations, elles ont l'intérêt aussi de mettre en évidence différents facteurs de stress, et donc les apiculteurs auront toujours donc à la fin du compte rendu un bilan très détaillé des facteurs de stress qui ont été identifiés pour chaque cas. Alors ces facteurs de stress, ils sont multiples, hein. Ça peut être de la toxicologie, ça peut être de la pathologie, ça peut être des effets climatiques, ça peut être aussi des ressources alimentaires qui étaient insuffisantes au moment des faits, ça peut être aussi également des itinéraires techniques mal adaptés.
Et donc, ces éléments-là sont des éléments qui sont retransmis à l'apiculteur pour qu'il s'en empare et qu'il essaye aussi de mieux comprendre aussi ce qui s'est passé sur son rucher, éventuellement de mettre en place des mesures correctives. Et au niveau de l'observatoire, toutes ces données-là sont enregistrées, en particulier les cofacteurs toxiques et pathologiques, pour être transmis dans certains cas au dispositif de phytopharmacovigilance, ou selon les cas, ça peut être transmis aussi pour des suites auprès des services régionaux de l'alimentation pour des contrôles des contrôles spécifiques au niveau de l'utilisation des produits phytosanitaires. Diapositive suivante. Donc, pour être plus précis dans les différents types d'investigations que nous pouvons mener, voici un cas de suspicion d'intoxication avérée. Donc, c'était un cas, je veux dire, relativement simple puisque c'était un cas de flagrance. Donc, il s'agissait d'un chantier de pollinisation sur abricotier. Et puis, l'apiculteur venant contrôler l'état de ses colonies s'est aperçu que le verger était en cours de traitement phytosanitaire. Très inquiet, il est revenu le lendemain. Il a pu constater que sur 60 de ses colonies, il y avait des mortalités devant ces colonies. Et donc, cela a donné lieu, bien sûr, à des investigations, prélèvements de végétaux, prélèvements de matrices apicoles, convocation de l'arboriculteur pour enregistrement de ces pratiques phytosanitaires. Et donc, les résultats des analyses ont mis en évidence une concordance spatio-temporelle entre les molécules trouvées sur matrice apicole, sur matrice végétale et sur la déclaration des pratiques phytosanitaires de l'arboriculteur. Et cela a pu mettre en évidence un mésusage de produits phytosanitaires, en particulier l'utilisation d'un produit insecticide qui était interdit pendant la floraison des abricotiers. Donc, vous avez la photo sur la gauche, vous voyez qu'il y avait encore des fleurs. Et puis, une mauvaise utilisation de la séquence fongicide-insecticide sur ce verger. Donc, tout ce qui a été financé par le dispositif, c'était les visites, les analyses. On aurait pu éventuellement financer des analyses pathologiques, mais là, c'est un cas de flagrance, on n'en a pas eu besoin. Ensuite, un cas un petit peu plus complexe, donc là où on met en évidence différents cofacteurs. Donc là, il s'agit d'un rucher, donc vous avez la photographie en bas, qui était sur son site d'hivernage au mois de septembre. L'apiculteur passe pour contrôler l'état sanitaire de ses colonies. Le traitement varroa est correctement réalisé. Une semaine plus tard, il constate une mortalité affectant environ 20% de son rucher. Il est très inquiet, cet apiculteur, parce qu'il suspecte une intoxication provenant de la parcelle voisine située de l'autre côté de la haie et sur une parcelle qui présente des signes de phytotoxicité liés à un épandage d'herbicides. Donc, l'investigation réalisée par le vétérinaire montre que malgré les traitements contre le varroa, il y avait une forte infestation de varroa. Il a pu constater aussi la présence de virus des ailes déformées, de symptômes de la maladie chronique, mais néanmoins se posait quand même la question, le SRAL en visitant la parcelle voisine constate des symptômes de phytotoxicité et surtout, ce que vous pouvez voir sur la photo de droite du haut, de voir que les abeilles continuaient à butiner les fleurs qui étaient malgré tout, qui présentaient des symptômes de phytotoxicité. Vous pouvez le voir, elles sont toutes blanches. Et donc, en comparaison avec une fleur qui n'a pas été traitée par un herbicide qui est bien jaune, elle continuait de polliniser, de butiner ces fleurs. Donc, les analyses toxicologiques sur pain d'abeille et sur végétaux confirment la présence de glyphosate et d'un autre herbicide, le 2,4-D. Sur pain d'abeille, sur végétaux, et l'analyse pathologique révèle la présence du virus de la paralysie chronique en très très forte quantité, pouvant expliquer une infection déclarée. Donc, si on analyse tous ces facteurs-là, donc au niveau individuel, la substance active glyphosate et le 2,4-D ne sont pas réputés toxiques pour les abeilles. Les niveaux de résidus étaient quand même assez bas. Donc, on ne pouvait pas conclure sur ce cas-là à une intoxication avérée, puisqu'il y avait d'autres facteurs d'affaiblissement qui pouvaient aussi expliquer ces troubles-là. Donc, en fait, on est vraiment
vraiment dans un cas de coexposition à différents facteurs, des herbicides, parasitaires et virus. Donc après, vous me direz oui, mais par contre, peut-être que si peut-être que les abeilles ont quand même été intoxiquées à cause, si la déclaration du virus s'est déclarée, du virus, c'est à cause des phytosanitaires. Alors effectivement, la bibliographie a mis en évidence que des toxiques pouvaient diminuer le système immunitaire des abeilles et donc favoriser le développement de certains pathogènes, mais la réciproque est également vraie. Donc dans ce cas-là, eh bien, on a pu signaler ça au dispositif de phytopharmacovigilance parce qu'il y a quand même cette coexposition d'herbicides et de déclaration de virus. Diapositive suivante. Et donc là, notre cas, voilà, qui n'aboutit pas à un problème toxique. Donc en fait, il s'agissait d'un très beau rucher, 10 colonies magnifiques. Et donc l'apiculteur qui suit ça de très près constate des mortalités très importantes dans un délai sur 3 colonies, dans un délai très restreint, quelques jours. Et donc vous pouvez voir la photo, c'était des abeilles mortes à la pelle. Donc on était bien dans un cas de mortalité massive aiguë, mortalité très brutale, et dans un laps de temps très court. Donc, l'investigation ne permet pas de mettre en évidence de symptômes, de signes cliniques particuliers, à part les abeilles qui sont mortes. Et puis, donc, les prélèvements d'abeilles et les analyses toxicologiques ne révèlent aucun résidu, elles sont négatives. Par contre, l'analyse pathologique révèle la présence du virus des ailes déformées, variant B, en très forte quantité, évocateur d'une infection déclarée. Donc, et par contre, pas de CBPV ou pas de virus de la paralysie chronique en très faible quantité. Et donc, au niveau des investigateurs, cela nous a interpellés parce que voilà, on ne comprenait pas la présence de ce virus des ailes déformées ne pouvait pas, il y avait une inadéquation entre les signes cliniques et les résultats de l'analyse. Donc, ce cas nous a interpellés. Donc, on a signalé ce cas-là au niveau de l'ANSES. On a demandé à l'ANSES d'expertiser ce cas, qui a pu mettre en évidence que l'analyse pathologique qui avait été réalisée ne permettait pas de détecter en fait un variant. Il s'agissait d'un variant du virus de la paralysie chronique qui n'était pas détecté par la méthode d'analyse officielle, puisqu'il y avait une mutation sur une partie du génome qui n'était pas pris en charge par l'analyse officielle. Donc ça a eu pour conséquence de pouvoir révéler la présence d'un nouveau variant du virus de la paralysie chronique, et ça a eu pour conséquence de faire évoluer la méthode d'analyse pour que ce genre de situation ne se reproduise pas et d'informer les laboratoires de cette situation. Voilà, j'en ai fini avec ces présentations. Je repasse la parole à Manaïk pour vous détailler des cas de troisième voie qui sont investigués justement par le groupement technique vétérinaire. On aborde maintenant le troisième pilier de l'OMA, ce qu'on appelle le troisième dispositif. Alors, on a un petit problème de vocabulaire. Hein. Officiellement, c'est ce qu'on appelle la voie autre trouble. Et puis, au quotidien, on l'appelle ce qu'on appelle la troisième voie, la 3V. Vous serez peut-être amené à voir ce sigle. Alors, ce dispositif, troisième voie, il sert à quoi? En fait, il sert à centraliser la demande pour nous, apiculteurs, et à centraliser vos interrogations. L'objectif, là, c'est de faire une veille sanitaire régionale qui va être nourrie par tous les apiculteurs et tous les acteurs de la filière. Ce qui nous intéresse, c'est de récolter des données scientifiques sur les pathologies les plus courantes. Est-ce qu'on a beaucoup de loques européennes? Quelles sont les années où on a du CBPV? Qui est touché par la famine? C'est ça ce qui nous intéresse. Qui a observé, on va dire, des entités pathologiques un peu nouvelles? Qui se pose beaucoup de questions? De temps en temps, on a des cas bien plus complexes, d'accord? Où on a, par exemple, des choses qui nous paraissent communes, mais à une fréquence ou dans un coin qui nous paraît anormal, et on va être à la recherche donc de facteurs de stress, de cofacteurs pour expliquer cette tendance. Et alors, il y a un autre élément, c'est que investiguer tout ça, aller loin dans l'investigation, c'est-à-dire aller au-delà d'une simple visite, on va dire, il faut faire des examens complémentaires. Et ces examens complémentaires coûtent cher. Donc, il faut déjà financer la visite par les vétérinaires et les TSA. Et après, il faut financer des analyses complémentaires. Une analyse de laboratoire, ça coûte cher. Et ce qui est
très sympa avec ce dispositif, c'est que le ministère de l'Agriculture nous offre une enveloppe pour financer certaines de ces analyses, des analyses qu'on va qualifier d'intérêt, d'accord ? Il faut que ça apporte quelque chose à la recherche. Et évidemment, il y a un certain cadre à ces analyses, c'est-à-dire qu'on va les faire dans des ruchers qui sont tenus de façon exemplaire. Alors, par exemple, voilà ce qui peut se passer. L'année dernière, on a un apiculteur, un jeune apiculteur, 2 ans d'expérience, qui nous appelle. Et il témoigne, il a une colonie, il n'en a que 2, hein, mais il en a une qui ne démarre pas, qui n'a jamais démarré. Elle a reméré, et puis elle a du couvain mosaïque depuis très longtemps. Il est bien embêté, il a fait tout ce qu'il a pu, hein, franchement. Sa colonie a reméré, la reine est morte, il a racheté une reine, il a fait plein de trucs. Il a un traitement varroa qui est conforme en termes de date, en termes d'utilisation de médicaments qui sont autorisés. Et il a même fait des comptages. Donc, il peut vraiment attester que son rucher n'est pas infesté par le parasite. Alors, il y a une visite d'investigation qui est organisée. Et puis, effectivement, cette ruche n'est pas terrible. On a 8 cadres clairsemés, des réserves un peu partout, du couvain mosaïque sur 3 cadres. Il y a vraiment les signes cliniques classiques de la loque européenne, c'est-à-dire qu'on a une atteinte du couvain ouvert. Donc, on a des larves qui passent du beige au marron, qui se liquéfie, puis qui sèche, formant une petite écaille. Donc, voilà. Et alors, ce qui surprend beaucoup l'investigateur, c'est que dans cette ruche, on a une très forte odeur de fromage qui est gênante. D'accord ? L'ouverture de la ruche est compliquée. Et donc, c'est un phénomène qui est relativement rare. On a eu un autre témoignage, finalement, dans la région Bretagne. Et donc, face à ce tableau clinique, on va demander la prise en charge pour analyser le couvain et savoir un petit peu quels sont les agents pathogènes qui se cachent derrière ce tableau clinique un peu particulier. D'accord ? Donc là, dans le cadre de la 3e voie, eh bien, c'est l'OMA qui finance la visite chez cet apiculteur. Et puisqu'on a un traitement varroa qui est fait dans les règles de l'art et puis qu'il y a des comptages qui sont faibles, on peut financer des analyses complémentaires pour savoir alors quels sont les agents pathogènes qui sont impliqués dans cet événement, voir s'il y a de la toxicologie qui peut être engagée aussi. D'accord ? Alors, on finance des analyses 3e voie à condition qu'il y ait, on va dire, un espoir diagnostique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas financer des événements de santé, financer des analyses sur des événements de santé qui sont arrivés il y a des semaines ou il y a des mois parce qu'on a des possibilités diagnostiques qui sont très minces. Alors, et donc, on préfère garder l'argent qui est présent dans cette enveloppe pour des cas où on est sûr de trouver quelque chose. Alors, voilà les résultats chez cet apiculteur. Regardez, on va d'abord faire une recherche virale. Et là, on trouve pas mal de choses. On trouve plusieurs virus. Donc, il y a celui des ailes déformées, celui de, vous savez, de la cellule royale noire, bon, un peu de paralysie aiguë. Au niveau du couvain, ça nous intéresse, c'est peut-être plus significatif. On trouve du virus du couvain saciforme. Il y en a plusieurs des virus. Mais ils sont à des charges virales qu'on appelle non significatives. Quand on les trouve individuellement comme ça, on est là, ouais, bon, d'accord, il y en a. Il y a un portage, on va dire, vous connaissez un peu le portage asymptomatique, il y en a, mais s'ils sont pris séparément ou s'ils sont sans bactéries, tout seuls, ils ne font pas grand-chose. Mais on a aussi des bactéries. Alors évidemment, sans surprise, la loque européenne ressort très positive. Il y en a plein, me dit-on au laboratoire. Mais le laboratoire me dit aussi, on a un signal supplémentaire. Alors, ce signal, il ressemble à la loque américaine, mais on a vérifié, parce qu'on regarde aussi tout simplement au microscope, ça n'est pas de la loque américaine. Donc, alors c'est le laboratoire national de référence, l'ANSES, qui a été sollicité pour interprétation. Et en fait, il se trouve que ce signal supplémentaire qu'on remarquait à l'analyse, c'est une autre bactérie, une petite bactérie qui fait aussi partie de la famille des bacilles, qu'on appelle Bacillus pumilus. Et vraisemblablement, c'est lui qui est responsable de l'odeur. Et c'est peut-être lui aussi, mais ça, on ne sait pas, qui est responsable de cette forme un peu atypique de loque européenne qui persiste et qui dure malgré le fait qu'on jette les cadres, qu'on resserre la colonie, qu'on change la reine, qu'on désinfecte la ruche, etc. Et cet échantillon, donc, il a été conservé dans le cadre d'une étude qui a eu lieu en France pendant certaines années, qui a été arrêtée et qu'on espère qu'il va recommencer, qui s'appelle l'étude des cas de loque européenne atypique, l'étude ECLEA. Voilà, parce qu'on a l'impression, mais c'est assez peu déclaré, que la loque européenne, parce que c'est une pathologie assez commune dans les ruchers, les apiculteurs ne prennent pas tellement le temps d'appeler l'OMA pour dire qu'ils ont de la loque américaine, parce qu'on se dit, c'est bon, on le sait qu'on a de la loque américaine. Et en fait, ça nous intéresse beaucoup, parce que cette loque européenne, cette loque européenne, comme c'est très courant, cette loque européenne, on se dit, c'est pas la peine que j'appelle. En fait, ça nous intéresse parce qu'elle évolue, cette loque européenne, elle change. D'accord ? Voilà. Alors maintenant, après ce petit exemple, je vais vous faire un petit bilan technique des 3 années d'OMA.
Alors, en chiffres, ça donne quoi? Regardez, l'OMA, il a été déployé donc, dans 3 régions. On n'a pas commencé tous ensemble. Néanmoins, en 3 années et demie de fonctionnement, on a plus de 2500 déclarations. Donc, vous trouvez notre région là, qui est en rose, avec effectivement une participation qui est de plus en plus importante au fur et à mesure que tous les apiculteurs prennent connaissance du dispositif. Et puis, vous avez ensuite les résultats des 2 autres régions, donc les Pays de la Loire en Belge et de la Bretagne. Dans l'ensemble, les déclarations qu'on observe, donc vous savez qu'elles sont maintenant orientées vers 3 piliers, et on a à peu près les mêmes proportions tout le temps. On a à peu près 12% qui sont orientés vers les dangers sanitaires de catégorie 1, 9% qui sont orientés en mortalité massive aiguë, et 79%, donc dans les 80%, qui sont orientés vers la 3e voie. Ce qui prouve bien qu'il y a une forte demande des apiculteurs pour être conseillés, enregistrer ce qui se passe dans les ruchers au quotidien. Alors, on a souhaité vous illustrer un petit peu l'évolution des déclarations depuis qu'il y a un guichet unique. Donc, vous avez là, regardez, une échelle de temps en bas. On est entre 2012 et 2015, là, dans la partie la plus claire. Il y a alors en Aura un réseau de surveillance. Alors là, on est en région Rhône-Alpes. Voilà le nombre de déclarations que le SRAL enregistre. Au moment de la fusion des 2 régions, on est en Aura, regardez, ça ne fait pas forcément augmenter le nombre de déclarations qui est enregistré par le SRAL, d'accord, au niveau du réseau de surveillance des troubles des abeilles. En revanche, à partir du moment où l'OMA a mis en place le dispositif, bien évidemment, grâce à la communication qu'on fait sur le dispositif, et puis surtout, je pense que c'est un phénomène important, grâce à l'identification d'un interlocuteur unique, on arrive fortement à augmenter le nombre de déclarations. Alors, je ne vous cache pas qu'on s'attend dans les prochains mois, les prochaines années, à plus de déclarations. Parce que, scientifiquement parlant, pour que toutes les données qu'on récolte soient validées, il faut qu'on ait ce qu'on appelle de la force statistique. Plus il y a de déclarations, plus qu'on raconte, plus les statistiques qu'on sort de nos données sont vraies, d'accord, et donc auront de l'importance. Alors voici un petit peu dans le détail pour notre région. Là, on est en Auvergne-Rhône-Alpes et donc on vous a détaillé le nombre de déclarations qui sont orientées dans la 3e voie, qui sont orientées suspicion de danger sanitaire ou mortalité massive aiguë en fonction des années. Donc, vous voyez, vous avez 2019, 2020, 2021. Alors, vous voyez, les proportions ne sont pas toujours identiques. Alors, pour ce qui est de la 3e voie, ça dépend des conditions météorologiques. Alors, par exemple, il y a des difficultés qu'on rencontre avec le varroa, avec la maladie noire, éventuellement avec les famines, on en parle un petit peu plus tard. Pour ce qui est des dangers sanitaires de catégorie 1, il y a des grosses variations avec les foyers qu'on trouve en poupée russe. Et pour les mortalités massives aiguës, ça dépend aussi pas mal de la météo parce que ça en découle l'importance des traitements qui sont appliqués en agriculture. Et donc, vous avez les proportions sur le camembert qui est à côté. Alors, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on voit. En fait, le champion de toute catégorie, malheureusement, c'est encore et toujours le varroa. Alors, on ne va pas vous faire le détail. Vous avez sur le tableau là les proportions, les pourcentages de varroose qui sont enregistrés selon les années. Vous voyez, ça nous occupe pas mal, les histoires de varroa. On réalise que c'est une préoccupation majeure pour tous les apiculteurs, que beaucoup d'apiculteurs sont démunis face au varroa et que même ceux qui pensaient avoir un certain niveau technique vis-à-vis du varroa rencontrent aujourd'hui des difficultés de plus en plus importantes. Alors, recueillir des données épidémiologiques sur le varroa, ça sert quand même à quelque chose. On peut extraire un peu les profils d'apiculteurs, éventuellement ceux qui sont le plus en difficulté, et donc par le biais des organismes sanitaires, ensuite leur venir en aide de façon plus ciblée. On réalise aussi qu'on a des contraintes spécifiques dans une région comme la nôtre, selon le climat local, selon les parcours apicoles. Pensez bien que les professionnels qui font de la lavande, qui font des mielées tardives, ne sont pas du tout impactés comme des amateurs qui n'ont pas de rucher transhumant. Ça aussi, c'est important. On étudie aussi les pratiques de lutte, on en fait l'inventaire. Qui utilise quelle méthode? On va en faire un petit peu le détail. Ça nous permet aussi, en vous interrogeant les uns les autres, d'avoir une réflexion sur le traitement contre le varroa qu'on va engager l'année suivante. D'accord? Dans quels endroits est-ce qu'on a eu des échecs? Pour quelles raisons? Ça sert aussi, quand on fait des analyses, suite aux visites d'investigation liées au problème de varroa,
à essayer d'identifier des cofacteurs d'affaiblissement et d'autres facteurs de risque. On enregistre évidemment, et ça alimente aussi la base de pharmacovigilance, les problèmes d'efficacité des programmes de lutte contre le varroa. Et donc, on a encore énormément de travail. Et donc, même pour quelque chose de classique, entre guillemets, comme le varroa, n'hésitez pas à déclarer et à nous faire part de toutes vos difficultés. Alors, ça, je ne vais pas détailler parce qu'on n'a vraiment pas le temps, mais voilà, par exemple, ce qu'on peut faire, ce qu'on a fait, et ce qu'on fera d'autant mieux que vous déclarez. Vous voyez, par exemple, on peut faire le détail des stratégies de lutte enregistrées pendant les déclarations, qui ne traitent pas, qui traitent une fois avec un médicament autorisé, qui traitent plusieurs fois en alternant des médicaments avec AMM ou hors AMM, qui utilisent des méthodes biotechniques. Ça, vous voyez, c'est quelque chose de très important aujourd'hui, d'accord ? Qui fait des comptages. On peut aussi regarder comment évoluent les pratiques de lutte contre le varroa d'une année à l'autre, d'accord ? Par exemple, l'année dernière, en 2020, on était persuadé qu'on avait une augmentation du nombre d'apiculteurs qui appliquaient des méthodes biotechniques dans leurs ruchers, qui commençaient à piéger le varroa dans le couvain de mâle, à griffer du couvain d'ouvrière, à encager la reine. Et puis finalement, en 2021, on a observé un retour à la situation de 2019, c'est-à-dire que non, en fait, il n'y avait pas plus d'apiculteurs qu'utilisateurs de méthodes. Et ça, c'est problématique parce qu'on se dit, non, en fait, face aux difficultés qu'on a pour gérer le varroa, en fait, il faut tous qu'on fasse plus de comptage et tous qu'on arrive à mieux gérer notre varroa et cela en utilisant des méthodes biotechniques. D'accord ? Donc évidemment, une fois encore, plus vous serez nombreux à nous raconter ce qui se passe dans vos ruchers, plus on arrivera à sortir des données pertinentes. Par exemple, on pourrait... Là, on a essayé de le faire. Ça n'est pas très pertinent parce qu'on n'a pas assez de déclarations, mais on peut analyser les méthodes de lutte par département. Et ça, c'est des données qui sont éventuellement interprétables à l'échelle de la région, mais qui surtout vont être utilisables par les organismes sanitaires qui vont dire, tiens, par rapport au traitement qu'on propose cette année, voyons voir ce que les apiculteurs du département font. Donc là, par exemple, on peut voir qu'il y a des départements où la monothérapie est dominante. Il y a des départements où on fait de plus en plus de bithérapie. Ça va ? Il y a des départements, probablement grâce au travail de communication, où on voit que les mesures biotechniques, on le vend en poupe et sont de plus en plus utilisées. Donc tout ça, c'est analysé finement en fonction du département. Alors, là, on quitte le varroa. Notre deuxième champion, c'est le CBPV. Alors là, on a encore beaucoup de travail. On a beaucoup de disparités en fonction des années. Et là, pour le coup, on compare avec les autres régions où il y a OMA. Il y a beaucoup de différences avec eux aussi. On a un tableau clinique de toute façon qui est très variable. Il n'y a pas toujours la même quantité d'abeilles qui meurent. Il n'y a pas toujours le même nombre de colonies qui sont atteintes dans un même rucher. Parfois, c'est suraigu. D'accord ? On a des ruchers qui sont décimés en quelques jours. Parfois... c'est plutôt en termes de semaines qu'on parle, on passe quasiment à la chronicité. Et on a des signes cliniques qui sont plus ou moins évidents, on dit pathognomoniques. Voilà. Et donc, vous avez dans le tableau qui est là la proportion des cas de CBPV enregistrés sur toutes les déclarations. Et vous voyez, 2020, on a eu ce qu'on appelle une année à CBPV. Et ça ne s'est pas reproduit en 2021. Et en fait, on ne sait pas pourquoi il y a des années à CBPV. C'est pas, alors, on connaît des facteurs aujourd'hui, mais on a encore besoin de beaucoup de renseignements pour pouvoir mieux connaître la maladie et donc lutter. Ça va ? Parce que on sait que quand les abeilles sont confinées, il y en a plus. Mais est-ce que ça peut être lié aussi à des carences alimentaires, à la famine ? Ça pourrait s'expliquer en 2020. D'accord ? Est-ce que quand ça se déclenche comme ça, une année en particulier, est-ce que c'est lié, par exemple, à une exposition à un produit phytosanitaire ? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs d'affaiblissement ? Est-ce que c'est lié à la densité en colonie à certains endroits ? C'est-à-dire qu'on pourra en parler un peu avec les famines. Est-ce que parce qu'il y a beaucoup d'abeilles à un endroit, en fait, elles n'ont pas assez à manger et donc il y a plus de maladies ? Et donc ça, c'est pareil, on invite aussi les apiculteurs à encourager tous ceux qui connaissent à bien déclarer leur rucher parce que ça nous permet de savoir combien de colonies on a sur un territoire. Les famines, c'est le dernier sujet qu'on va aborder. Regardez, je vous ai présenté rapidement le pourcentage de déclaration de famine. Vous avez 3 années et vous avez les 3 régions. Alors, il y a des années où on n'enregistre pas de famine. Regardez, 2020, en Bretagne, Pays de la Loire, il n'y a pas grand-chose. D'accord ? Mais il y a des années où on enregistre des déclarations records. Regardez, en Auvergne-Rhône-Alpes, en 2019, on a 17% des déclarations en lien avec la famine. En 2021, Pays de la Loire, quasiment 20%. Auvergne-Rhône-Alpes, on est quasiment à 16%. C'est vraiment étonnant. Donc, on a la famine qui intervient ou toute seule,
ou comme composante majeure de l'affaiblissement, voire de la mortalité des colonies. Et alors, pour nous, c'est vraiment très intéressant. Donc, ça nous permet d'analyser la répartition spatiale et temporelle de ces événements et de réaliser qu'il y a toutes sortes de catégories d'apiculteurs qui sont touchés, puisqu'évidemment, personne ne s'attend à ce que des abeilles meurent de faim en pleine saison apicole. Alors ça, par exemple, ça permet d'alimenter une discussion, notamment avec l'échelon régional et national. Pourquoi est-ce que nos abeilles aujourd'hui souffrent de famine? Il y a évidemment, c'est ce qu'on appelle les 3D de la famine. Il y a évidemment la diminution des ressources alimentaires. On a des éléments comme la disparition des haies et des arbres agricoles. On a la taille des haies. Vous savez que même pour le reste de la biodiversité, c'est vraiment quelque chose qui est discuté. On a la disparition des surfaces d'intérêt apicole. On a des structures, on a des exploitations qui sont des vaches qui sont élevées dans des systèmes de moins en moins fourragés. Il y a évidemment le dérèglement climatique avec des extrêmes qui sont plus fréquents et puis des anomalies saisonnières plus longues. D'accord ? Il a fait chaud, très chaud pendant 2 ans et après il a plu pendant l'été dernier. Voilà. Et on a aussi les histoires de densité que j'évoquais tout à l'heure pour le CBPV. Alors vraiment à titre d'illustration, en partenariat avec l'ADA, on vous a mis les rendements par ruche en kilos. Alors ça, c'est une étude qui est faite par l'ADA auprès de ses adhérents. Donc ce sont beaucoup de professionnels. En tout cas, cette année, ce ne sont que des pros qui ont répondu. Et vous avez 2 lignes là, qui vous présentent, vous voyez, les seuils de tolérance économique selon si l'apiculteur a ou pas des investissements, un investissement à rembourser. Vous voyez? Et donc, regardez, en 2016, on est en dessous des seuils de tolérance. En 2017, on est un peu limite. En 2018, les apiculteurs pros, surtout, ils transhument beaucoup dans l'ensemble. C'était une bonne année, ils ont dépassé, donc là, c'était pas mal. Et puis 2019, c'est reparti pour être pas génial. 2020, pas fameux. Et 2021, c'est vraisemblablement, d'après les témoignages, la pire année apicole de toute leur carrière pour beaucoup d'apiculteurs. Donc là aussi, on a beaucoup de travail encore et on compte sur vous pour nous faire part de vos difficultés. Alors, en conclusion, l'OMA, c'est pour qui? C'est pour tout le monde en fait. C'est pour les apiculteurs, c'est pour nous tous au quotidien parce que ça nous permet d'avoir des réponses et ça nous permet notamment d'en avoir un avec un interlocuteur identifié. Vous savez, parfois, on a des appels à l'OMA d'apiculteurs des régions, d'autres régions, en fait, qui nous appellent parce qu'ils n'arrivent pas chez eux à identifier la personne qui doit appeler s'ils ont un gros problème dans leur rucher. Ça va ? Et ça, c'est vraiment quelque chose c'est vraiment un apport positif du déploiement du dispositif, c'est que vous savez qui appeler. Ça, c'est vraiment important. Ça permet, alors peut-être pas, il y a beaucoup de réseaux de proximité qui existent, mais ça a quand même permis qu'on s'identifie tous les uns les autres un petit peu mieux et puis de faire fonctionner ce réseau de proximité. Et puis l'avantage de l'OMA, c'est que c'est adapté à tous les cas. Et puis pour la filière aussi, c'est important, d'accord ? Comme avantage d'objectiver la situation sanitaire. Et donc, quand on dit qu'on a des problèmes on va dire au ministère, on a une situation sanitaire qui est objectivée. Voilà, on sait de quoi on parle, on est allé vérifier. Ça alimente une base de données et cette base de données, elle va aussi alimenter la recherche et inspirer les politiques publiques. Voilà, et donc enfin, n'oubliez pas le numéro de l'OMA, 0413 08 08. On est joignable, comme vous l'a dit Brigitte, tous les jours de la semaine, de 8h à 21h. Et puis, même en dehors, en général, on vous rappelle. Vous avez des publications qui sont sur le site de la DRAF. On édite un bulletin mensuel qui est donc sur le site de la DRAF, ça c'est sûr, et puis qui est relayé en général par tout le monde. Et puis, sur le site de la DRAF, vous trouverez aussi une carte qu'on met à jour le plus possible avec les foyers de loques américaines. D'accord ? Et cela pour empêcher que vous transhumiez, que vous vous déplaciez avec vos colonies dans des endroits où il vaut mieux pas aller. D'accord ? Voilà. Et donc, n'oubliez pas de regarder régulièrement vos colonies et de déclarer rapidement pour faire partie de cette grande aventure. Voilà, je vous remercie beaucoup.